Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous nous entendez? Oui, et bonjour tout le monde. Ah, Bonjour parfait, à tous. merci Mike. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Écoutez, on va commencer, je pense, sans plus tarder. Merci Charlotte aussi pour la confirmation dans le chat. Merci à vous d'être aujourd'hui présents pour cette session donc, dédiée au panorama des principales argumentations pour les athlètes de l'e-santé dans le cadre de la cybersécurité. Ce webinaire a été réalisé dans le cadre de l'offre innovation qui est proposée par l'équipe domaine accompagnement industriel et écosystème innovant de l'ANS. Aujourd'hui, comme experts, nous avons l'honneur d'avoir Vincent Croisil et puis Léa Segovia qui vont pouvoir vous faire une petite présentation, j'ai cru comprendre un peu interactive également. Je laisserai un peu détailler cela par la suite. Moi, de mon côté, ce que je peux également vous dire, c'est qu'à la fin de la session, je vais partager un questionnaire de satisfaction. Donc, je vous inviterai bien sûr à y répondre quand vous aurez le temps. Et puis, écoutez, je pense que sans plus tarder, je vais laisser nos deux experts prendre le relais et vous présenter un peu ce qu'ils ont à dire. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous faire un petit panorama des principales réglementations qui existent pour les entreprises du numérique en santé. On a essentiellement ciblé sur les startups. Après, c'est des réglementations qui restent valables même pour les plus gros éditeurs ou les éditeurs plus implantés dans les établissements. Voilà, si on passe voilà, sur l'agenda aujourd'hui, voilà comment on va découper cette intervention. On aura d'abord une petite introduction pour présenter le sujet. Ensuite, on présentera les principales réglementations qui entourent les entreprises du numérique en santé, avec un focus sur trois réglementations qui sont peut-être les réglementations majeures, enfin, en tout cas sur lesquelles on vous invite à vous concentrer en priorité. Et puis voilà, on aura un chapitre où on vous donnera un aperçu des réglementations européennes qui vont venir, parce que vous allez voir qu'il y en a un certain nombre. Et en l'occurrence, sur la cybersécurité, il y a une vraie évolution là dans les années à venir qui va se profiler. Et puis, on prendra le temps qui reste pour répondre à vos questions, essayer de répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser. Et donc, pour les questions, comme l'a indiqué Hugo, merci d'utiliser la partie dédiée Q&R que vous pouvez retrouver dans le bandeau en haut de votre fenêtre de visio. Donc, on va peut-être commencer par se présenter un petit peu. Donc, je laisse la parole à Léa, mesdames d'abord. Je te remercie Vincent. Enchantée, je me présente Léa Segovia. Je suis experte cybersécurité pour l'ANS et je co-animerai cette présentation avec Vincent, que je laisse se présenter à son tour. Et donc, Vincent Croisil, donc moi je fais partie de l'équipe sécurité de l'ANS et j'interviens sur tous les sujets de régulation en cybersécurité. Tous les sujets qui peuvent toucher à la régulation. Donc, il y a des différents programmes sur lesquels on intervient. Et il y a aussi des sujets plus réglementaires comme celui on va aborder aujourd'hui. Donc, en introduction, donc, pour rappeler un petit peu rapidement le rôle de l'ANS, en fait, l'ANS a plusieurs rôles dans la transformation numérique en santé. D'abord, un rôle de régulateur, qui est le rôle sur lequel, dans le cadre duquel on intervient aujourd'hui sur cette présentation, principalement. Donc, l'idée, c'est de donner une feuille de route claire à l'ensemble des éditeurs, mais aussi des établissements de santé, bref, tous les acteurs de l'écosystème santé,
Donc voilà, l'idée c'est de donner des règles communes et puis de faire en sorte qu'elles puissent être suivies par l'ensemble des acteurs dans un objectif commun de sécurisation globale de l'écosystème. Si tu peux revenir juste une petite seconde sur la slide précédente. Donc, il y a ensuite un rôle d'opérateur. Donc, l'ANS intervient dans des grands programmes nationaux tels que le Ségur numérique. Donc, pour rappel, le Ségur numérique, c'est un programme qui vise à donner, à proposer des financements pour des solutions qui sont utilisées dans des structures de santé, dans la mesure où l'éditeur remplit un certain nombre de critères qui sont définis donc, par l'ANS et par la délégation du numérique en santé. Il y a également le programme CARE, donc, qui là concerne plus les établissements de santé et qui vise à les faire monter en maturité sur les sujets de SSI, etc. Mon espace santé également, sur lequel on intervient, etc. Et puis il y a aussi un certain nombre de moyens d'identification électronique qui sont proposés par l'ANS et donc dans ce cadre, l'ANS joue un rôle un petit peu d'opérateur. On va le voir plus en détail un petit peu après ce point-là. Et puis, il y a un rôle aussi de promoteur, de valorisateur. Donc, on essaie de stimuler l'écosystème et de l'accompagner, parfois de réaliser des audits de sécurité sur certains sujets. Voilà. Donc, il y a aussi ce rôle-là qui est joué par l'ANS. Donc, aujourd'hui, l'objectif de cette session, ça va être de vous donner une vision globale, un espèce de panorama en fait des réglementations qui existent, puisque c'est vrai qu'il y en a un certain nombre sur la cybersécurité et ça s'étoffe aussi un petit peu, notamment au niveau européen. Donc c'est pas toujours facile de s'y repérer. Donc l'idée c'est de vous donner un panorama déjà global et puis de rentrer un petit peu plus en détail sur certains sujets. Voilà, donc en essayant de vous proposer une synthèse une synthèse très haut niveau quand même, parce que là en 1 heure et demie, on n'aura pas le temps de rentrer vraiment dans les détails, mais déjà vous donner les grandes lignes de certaines réglementations sur lesquelles on va faire le focus. Essayer de vous donner les dates d'application aussi lorsqu'il y en a, lorsque c'est des réglementations qui ne sont pas encore en application, ou vous indiquer lorsqu'elles sont déjà à mettre en œuvre. Et puis, on essaiera de proposer des mesures de sécurité à mettre en œuvre pour se conformer à ces réglementations. Donc, l'objectif qu'on essaie de se donner, c'est de vous faire connaître les réglementations qui peuvent vous concerner et puis vous permettre déjà d'identifier des pistes, des objectifs et des chantiers à mener pour assurer votre conformité à ces réglementations. On peut passer à la slide suivante. Donc, une première question qu'on vous propose, ici pour essayer d'avoir un petit peu votre avis là-dessus. Eh bien, d'après vous, quelles seraient les principales réglementations qui pourraient vous concerner sur la cybersécurité? Voilà, n'hésitez pas à y répondre. Vous pouvez, donc là, il y a une fenêtre qui a dû s'ouvrir sur votre écran. N'hésitez pas à répondre. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. C'est juste pour avoir une première vision déjà de comment on part et quelles sont les réglementations que vous avez en visibilité. Alors le HDS, donc effectivement, ouais, c'est l'un des sujets qu'on va d'ailleurs évoquer, sur lequel on va se pencher majoritairement aujourd'hui. La PGCSIS, je vois que c'est ce que vous avez proposé, ça fait également partie des sujets sur lesquels on va faire le focus. Le référentiel d'identification électronique, je vois que vous avez mis RIE, très bien, c'est effectivement une partie de la PGSSIS et celle qui est la plus importante d'un point de vue réglementaire aujourd'hui. Donc le RGPD, on va en parler. Donc ça c'est plus large que le secteur de la santé, mais ça nous concerne aussi également.
Bah, écoutez, en tout cas, et puis après, donc je vois que vous indiquez aussi le CISIS, donc c'est euh, comment c'est là on est plus sur le sujet, les sujets d'interopérabilité, c'est le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information en santé, le CISIS. Donc là, ça concerne plus l'interopérabilité, donc on ne va pas forcément en parler aujourd'hui, mais c'est effectivement un cadre qui est important pour vous, qu'il est important de respecter. Voilà. Bah, écoutez, merci en tout cas pour ces retours. Donc vous êtes dans le vrai, hein. Il n'y a pas de il n'y a pas d'erreur. Effectivement, le HDS est bien au centre. Je vois que quelqu'un a répondu aussi dans le chat, voilà, en proposant d'autres réglementations. Alors il y en a, on est plus dans. Alors le NIST, c'est plutôt, enfin c'est plus l'équivalent de l'ANSI en fait qu'on a en France pour les États-Unis. Voilà, c'est un organisme qui donne qui donne des règles et des bonnes pratiques telles que peut le faire notamment l'ANSI en France. ISO 27001, donc là c'est pas vraiment une réglementation, mais plus une norme voilà, qui vient à laquelle on peut se conformer pour certifier un certain niveau de sécurité. Voilà, ISO 81005, je ne sais pas précisément ce que c'est, mais enfin, on est toujours sur des normes. Et puis donc le RGPD, voilà, on en a parlé et on va y venir plus en détail. Alors, je pense qu'on peut passer à la suite. Donc, si j'essaie de donner un panorama vraiment le plus complet possible de ce que l'on a comme réglementation aujourd'hui, donc on pourrait diviser en deux périmètres. D'abord les réglementations qui ne sont pas spécifiques au secteur de la santé, qui sont plus larges que le simple secteur de la santé. Donc on va y retrouver donc le RGPD, hein, le règlement général sur la protection des données, qui vise à protéger les données à caractère personnel. On va y venir après. La loi informatique et liberté, qui est une loi aussi plus globale, qui pointe notamment majoritairement sur le RGPD, sur un certain nombre de points, mais qui est aussi plus large que ça. On a les directives européennes sur la sécurité des réseaux et de l'information. Donc aujourd'hui, c'est la directive NIS 1 qui a été transposée en France et qui est applicable. Et donc là, la transposition de la directive sur NIS 2 est en cours. En France, elle n'est toujours pas publiée à ce stade, mais ça devrait être le cas dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc ça, c'est important de le préciser aussi. En fait, il y a des réglementations européennes donc, qui sont directement applicables à la France et donc aux entreprises et aux acteurs qui sont concernés. Par contre, quand il s'agit de directives qui sont données par l'Europe, ces directives, elles doivent être dans un premier temps transposées par le pays pour donner le cadre qui va être celui du pays concerné. Donc c'est le cas de la directive NIS 2 qui est en cours de transposition. Voilà, c'est les deux cas qu'on peut avoir. Et puis, donc, il y a la directive européenne sur la résilience des entités critiques. Donc, c'est une directive qui vise à lister les entités critiques qui sont les plus sensibles et donner un certain nombre de réglementations pour ces entités. Alors, elle n'est pas encore transposée également. Elle va être transposée en même temps que NIS 2. Donc, là, on est encore un petit peu tranquille pour quelques semaines, en tout cas, sur ces sujets-là. Mais de toute façon, c'est des sujets qui s'adressent plus aux structures de santé qu'aux éditeurs. Alors, par contre, il y a un sujet qui là, va s'adresser aux éditeurs. C'est le règlement européen sur la cyber-résilience, donc le Cyber Resilience Act,
Ça, c'est une réglementation qui a été adoptée par le Parlement européen tout récemment, en fait, sur le mois d'octobre, et qui indique un certain nombre d'exigences de sécurité, de cybersécurité, qui vont s'appliquer aux éditeurs, et donc qui vont imposer certaines choses pour les éditeurs. Ensuite, il y a le dispositif national de sécurité des activités d'importance vitale. Donc là, c'est ce qui vous avez peut-être déjà entendu parler des organismes d'importance vitale. Donc c'est effectivement un dispositif qui vise à identifier ce qu'on appelle les organismes d'importance vitale et les opérateurs de services essentiels, donc c'est-à-dire les établissements, les entités qui proposent des services qui sont considérés comme vitaux pour le pays et pour le fonctionnement correct des services nationaux. Et donc c'est une liste qui n'est pas publique. Voilà, les entités qui en font partie en sont informées et elles doivent respecter un certain nombre de choses. Donc voilà, donc si logiquement vous n'êtes pas concerné par cela en tant qu'éditeur, et si c'est le cas, vous en êtes d'ores et déjà informé. Et puis il y a la loi de programmation militaire qui est une loi qui est arrivée, enfin qui a été publiée assez récemment, qui implique que les éditeurs déclarent notamment un certain nombre les incidents de sécurité qui peuvent se produire pour le secteur santé. Enfin, c'est plus large que le simple secteur santé, mais ça concerne aussi le secteur santé. Donc ça, c'est pour toutes les réglementations qui existent, qui sont plus larges que le secteur de la santé. Et puis pour le secteur de la santé, on aura les règlements européens portant sur les dispositifs médicaux et dispositifs médicaux in vitro. Donc c'est ce qu'on appelle le marquage CE. Donc là, c'est propre à ces types de dispositifs. Et donc les dispositifs médicaux du coup sont soumis à cette réglementation et sont dispensés de la réglementation que j'évoquais tout à l'heure du Cyber Resilience Act. Ensuite, on a l'espace européen des données de santé. Donc là, c'est également une réglementation, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais qui est propre au secteur de la santé, qui porte sur les dossiers médicaux électroniques. On a le code au sein du code de la santé publique, en fait, on va retrouver un certain nombre de réglementations sur la cybersécurité, donc qui vont porter sur la disposition des données de santé, sur l'hébergement des données de santé, donc le fameux HDS que vous avez évoqué et sur lequel on va revenir plus en détail. Sur le signalement des incidents de sécurité, donc là c'est plus du côté des structures de santé qui sont tenues de déclarer leurs incidents de sécurité. Voilà, les services numériques en santé, etc. Mais je pense qu'on a listé ici les principales. Et puis il y a la politique de gestion de sécurité des systèmes d'information de santé, au sein de laquelle on va retrouver un certain nombre de référentiels et de guides pratiques sur lesquels on va revenir. Voilà, donc aujourd'hui, on a choisi de faire le focus sur les réglementations qui sont d'ores et déjà applicables et qui sont importantes, donc notamment sur le RGPD, l'hébergement de données de santé, et donc la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé. Je vois quelqu'un parle de l'IA Act. Alors effectivement, il y a également cette réglementation sur l'intelligence artificielle qui va potentiellement inclure quelques éléments qui pourraient concerner la cybersécurité. C'est juste. Après, donc on a choisi de pas forcément l'évoquer aujourd'hui parce que pour moi, il n'est pas encore en application. Et par ailleurs, on n'est pas centré vraiment sur la cybersécurité, même si il pourrait y avoir des points qui vont
qui vont impacter les éditeurs potentiellement sur des sujets de cybersécurité. Donc on peut passer à la suite. Donc, je vais laisser la parole à Léa qui va vous présenter les principes, quelques réglementations qui entourent les entreprises du numérique en santé. Je te remercie, Vincent. Donc, en effet, nous allons aborder dans cette partie 3 des principales réglementations qui seraient susceptibles de vous intéresser. Donc, pour commencer, je vous propose de vous présenter le RGPD, que vous avez peut-être croisé aussi parfois sous l'acronyme anglophone GDPR. Donc, qu'est-ce que le RGPD? Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Il s'agit du Règlement général sur la protection des données. C'est un règlement européen qui est en vigueur depuis 2018 et qui s'applique dans le cadre professionnel et le cadre commercial. Donc, il va concerner l'ensemble des données personnelles. Donc on va définir ce que nous entendons par là dans quelques minutes. Ça concerne donc l'ensemble des données personnelles des citoyens des 27 États membres de l'Union européenne, États membres que vous pourrez retrouver sur la carte de droite. Ils sont tous nommés également. Ce règlement, il a 2 objectifs. D'un côté, celui de renforcer les droits des personnes concernant la protection de leurs données. Et d'un autre côté, l'objectif de responsabiliser les organismes qui vont traiter ces données. Et donc pour cela, le règlement prévoit un certain nombre de règles qui sont très strictes en matière de collecte, de traitement et de conservation. Nous allons revenir là-dessus plus en détail par la suite. Et il prévoit également des sanctions en cas de non-respect de ces règles. Donc, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? J'utiliserai parfois le terme DCP lors de cette présentation. Donc, une donnée à caractère personnel, c'est défini par le RGPD comme étant toute information qui va se rapporter à une personne physique, qu'elle soit directement identifiée ou indirectement identifiable. Donc, directement identifiée, c'est-à-dire qu'on connaît directement l'identité de la personne, avec un nom et un prénom, par exemple, alors qu'une personne physique qui serait identifiable est entendu qu'on peut l'identifier à partir du croisement d'un ensemble de données. Je vous donne un exemple qui est fréquemment donné, c'est celui d'une femme qui vit à telle adresse, qui est née tel jour et qui est membre de telle association. Voilà un exemple d'une personne physique qui pourrait être identifiable sur la base de ces données à caractère donc personnel. Donc voilà tant d'exemples de données à caractère personnel: le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale, l'adresse postale, l'adresse mail personnelle, la voix, l'image, l'adresse IP, mais aussi les informations qui vont être relatives à la santé. Donc ce sont autant de données qui vont être concernées par le présent règlement. Donc, encore une fois, une question un peu interactive. Donc cette fois-ci, il s'agit d'une question à choix unique. Une fenêtre devrait s'ouvrir de votre côté. Je vous lis la question: combien de temps, selon vous, des données personnelles doivent-elles être conservées? Vous avez le choix entre différentes possibilités: 12 mois, 3 ans, 5 ans, ou cela dépend. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, on a 4 réponses au moment où je parle. Donc, il y a déjà une première tendance qui se dessine, qui se confirme d'ailleurs, et qui est effectivement la bonne réponse, puisqu'en effet, l'article 5 du RGPD spécifie que les données elles doivent être conservées pendant, je cite, une durée qui n'excède pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Donc la réponse est: cela dépend. Il appartient aux responsables du traitement des données de déterminer et de justifier cette durée de période de rétention des données en fonction des objectifs qui vont être poursuivis, donc au cas par cas. Donc vous pouvez voir, il y a en bas de cette slide le lien vers un article de la CNIL qui porte sur les durées de conservation des données. Vous pourrez retrouver selon le cas de figure à chaque fois, selon le cas de figure à chaque fois, les durées de conservation, qu'elles soient réglementaires ou recommandées. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter ce document au terme de la présentation.
Ça me permet donc d'introduire en fait les notions clés à retenir. Donc là, on vient de toucher un petit peu à la durée de conservation. Donc, on va dire qu'il y a 6 notions clés à retenir. Voici les 3 premières. Le premier principe du RGPD, c'est le consentement. Donc, lorsqu'il est requis, le consentement des individus, c'est lui qui va légitimer le traitement des données personnelles. Et donc, pour cela, il doit être explicite, éclairé et spécifique à chaque finalité de traitement. C'est-à-dire que le consentement, il doit être donné de manière très claire, transparente. Les personnes concernées, elles doivent être informées très précisément, de façon compréhensible, des finalités du traitement, des catégories de données qui sont collectées et de leurs droits. La demande de consentement, elle doit vraiment être distincte des autres conditions et ne pas être noyée dans des termes trop complexes. On est vraiment dans cette obligation de clarté, de transparence vis-à-vis des individus. Et pour finir, ce consentement, il doit être révocable à tout moment si l'individu décide de le retirer. Deuxième notion clé, principe fondamental, c'est celui de l'intégrité et de la confidentialité des données. C'est-à-dire que les données, elles doivent être protégées par des mesures de sécurité appropriées contre toute perte, toute altération ou tout accès non autorisé. Troisième principe fondamental du RGPD, et dernier de cette slide, c'est celui du droit des personnes. Alors, il y a différents types de droits, 6 principaux qui sont identifiés ici et identifiés dans le RGPD. Donc, le droit d'accès. Les individus, ils peuvent accéder aux données détenues sur eux. Le droit de rectification. Ils peuvent demander la suppression de leurs données dans certaines conditions. Le droit à l'effacement. Ils peuvent demander la suppression de ces données. Le droit de rectification, ils peuvent demander la correction des données si elles sont inexactes. Le droit de limitation, ils peuvent demander une restriction du traitement de leurs données. Le droit à la portabilité, à savoir qu'ils peuvent récupérer leurs données dans un format structuré et les transférer ainsi à un nouveau service. Et finalement, le droit d'opposition, c'est-à-dire que les individus peuvent s'opposer au traitement de leurs données, notamment dans le cas de prospection commerciale. On a vu ici les 3 premières notions clés à retenir concernant le RGPD. Voici les 3 suivantes et les 3 dernières. Donc la première, c'est l'idée de limitation des finalités. On en a déjà un peu parlé. Les données, elles ne doivent être collectées et traitées que pour des objectifs spécifiques, légitimes et explicitement définis. Et de cela découlent 2 autres règles. D'une part, la minimisation des données. Donc les organisations ne doivent collecter que les données qui sont strictement nécessaires pour atteindre les finalités ainsi définies. Et d'autre part, la durée de conservation. Je fais ici le lien avec la question que je vous ai posée il y a quelques instants. Les données ne doivent être conservées que pour la durée nécessaire à l'atteinte des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Et au terme de cette durée, elles doivent être soit supprimées, soit anonymisées. Maintenant, quelles sont les obligations des organismes qui traitent des données à caractère personnel ? Si vous traitez des données personnelles, vous êtes tenu à un devoir d'information de la CNIL en cas de violation de ces données personnelles. Donc, dans les meilleurs délais ou au plus tard dans les 72 heures à partir de la violation des données personnelles. Plus largement, vous êtes tenu de respecter les règles qui sont énoncées par le RGPD. Et vous pouvez être sanctionné en cas de non-respect de ces dispositions. Donc, par gradation, on a le rappel à l'ordre de la CNIL, l'injonction de se mettre en conformité, et ça peut aller jusqu'à une amende administrative, donc qui peut, pour information, atteindre 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Ce type de sanction, il n'est pas que théorique, puisqu'il existe. Nous avons un exemple récent, en septembre dernier, où la CNIL avait sanctionné d'une amende de 800 000 euros un industriel pour avoir notamment traité des données de santé sans autorisation. C'est Voilà important sur de les préciser. Oui. Pardon, je t'interromps. Non, Juste, non, non, je ouais, t'en c'est prie. important de préciser on n'est pas dans la fiction, hein. Il y a des sommes peuvent être importantes, hein. Donc là, on parle de 800 000 euros et en général, c'est des sanctions un peu exemplaires pour décourager d'autres éditeurs de ne pas se conformer au RGPD. Donc c'est quand même important de prendre ces éléments en compte parce que ça peut avoir un impact fort.
Merci d'avoir insisté sur ce point. En effet, Vincent, c'est important de l'avoir en tête. Donc maintenant que nous avons planté le décor, que ce soit en termes de règles et d'obligations, vous vous demandez sans doute quelles sont les prochaines étapes pour vous afin de vous mettre en conformité. Alors, on a listé ici un certain nombre de bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place dès à présent ou initier. Bon, la première initiative à avoir, c'est de prendre connaissance évidemment du texte. Donc, le règlement général sur la protection des données, il est publié par la CNIL sur son site en français. Donc, première étape, même si vous pouvez évidemment faire les points suivants dans le désordre, c'est de prendre connaissance du texte. Ensuite, on vous invite à élaborer un registre des activités de traitement des DCP. Vous pourrez également, donc voilà, à chaque fois des liens cliquables, ça redirige vers les ressources mises à disposition par la CNIL. Vous retrouverez toutes les informations pertinentes afin d'élaborer un tel registre dans votre cas de figure sur l'article dédié. On vous invite également à informer les personnes concernées par tout traitement de données. Alors bien sûr dans le cadre de la collecte, mais aussi en cas de modification dite substantielle ou d'événements particuliers. Donc par exemple, puisqu'on a dit auparavant qu'une des règles clés du RGPD, c'était de collecter des données pour un certain nombre de finalités explicitement définies et que les individus donnent leur consentement précisément pour les finalités définies, en cas de nouvelles finalités, en cas de nouveaux destinataires. Alors, on vous demande d'informer les personnes concernées, de recueillir une nouvelle fois leur consentement, évidemment les informer en cas de violation de données de la même manière. Donc, un devoir d'information. On vous conseille fortement d'appliquer évidemment les durées réglementaires ou recommandées par la CNIL en termes de conservation des données, de vous assurer, là je fais le lien avec le droit à la portabilité évoqué tout à l'heure, vous assurer de votre capacité de restitution des DCP dans un format qui soit facilement exportable. Également, de porter une attention particulière aux contrats passés avec les tiers, notamment quand vous avez recours à des fournisseurs de services informatiques type installation, maintenance informatique, maintenance à distance, stockage de données à distance ou téléservices, etc. Et finalement, dernière bonne pratique, alors une recommandation, hein, plus qu'une obligation, c'est de réaliser une AIPD, donc une analyse d'impact à la protection des données. Donc c'est une démarche qui vous permet d'identifier très précisément les risques qui vont être liés à la protection des données personnelles. Par exemple, si vous développez une application, dans le cadre de cette application, les risques liés au traitement des données précisément que traite votre application, et sur cette base d'établir un plan d'action et d'atténuer ainsi les risques identifiés. Donc voilà, tant de bonnes pratiques à mettre en place concernant le RGPD. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser, alors soit dès maintenant dans le chat ou à les réserver pour plus tard. Dans tous les cas, nous tâcherons d'y répondre dans un dernier temps. Donc, nous sommes venus à bout du RGPD. Nous passons maintenant au HDS, donc hébergement de données de santé, que Vincent évoquait en introduction. C'est la seconde réglementation sur laquelle nous souhaitions attirer votre attention aujourd'hui. Donc, la certification HDS, elle est définie par l'article L 1111-8 du Code de la santé publique et elle vise à renforcer la protection des données de santé et plus largement à construire un véritable environnement de confiance dans la e-santé. Sur le contenu de son référentiel, il y a une première version du référentiel de certification qui a été publiée en mai 2018. Elle se substituait alors à l'agrément HDS qui avait cours depuis 2009. Il faut savoir que c'est un référentiel qui se base sur la norme ISO 27001, qu'on a évoqué également en introduction. Donc la norme ISO 27001 sur la sécurité de l'information, la cybersécurité et la protection de la vie privée. Et donc, ça se base à la fois sur la norme ISO 27001 et ça s'accompagne d'exigences complémentaires relatives à l'hébergement de données à caractère personnel, de données de santé à caractère personnel. Donc ça, c'était pour la première version du référentiel qui a été actualisée en mai 2024, il y a quelques mois. Sur quoi porte cette modification ? En quoi consiste en fait cette deuxième version du référentiel ?
Alors, je vous l'ai dit il y a quelques instants, puisque le référentiel est basé sur la norme ISO 27001 et puisque celle-ci est amenée à évoluer, cette nouvelle version résulte pour commencer d'une simplification en fait, du référentiel au regard des modifications connues par la norme. Première chose. Deuxième chose, cette nouvelle version, elle redéfinit l'activité 5 qui est soumise à la certification. Donc, vous pourrez retrouver en bas de cette slide voilà, les différentes activités d'hébergement pour lesquelles la procédure de certification peut donner lieu à l'obtention d'un certificat valable dans tous les cas pour une durée de 3 ans. Troisième modification substantielle, c'est qu'elle vise à améliorer la visibilité en cas de sous-traitance ultérieure. Et finalement, cette V2, elle ajoute des exigences qui vont être liées à la souveraineté des données et sur lesquelles on va se pencher dans quelques instants. Donc, premier ajout lié à la souveraineté des données dans le nouveau référentiel, c'est l'exigence 28. L'exigence 28, elle impose la localisation des infrastructures de stockage des données de santé dans l'espace économique européen. L'espace économique européen, donc EEE, en fait, c'est l'Union européenne que nous avons visualisé tout à l'heure avec ses 27 États membres concernés par le RGPD, plus l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Donc, deuxième focus, second ajout lié à la souveraineté des données dans le nouveau référentiel. Ce sont 3 exigences qui sont cette fois-ci liées au renforcement de la transparence, à la transparence entre l'hébergeur et ses clients et entre l'hébergeur et le public. Alors, on va procéder dans l'ordre. L'exigence 29, elle impose, dans le cas où la prestation d'hébergement implique un accès à distance depuis un pays extra-communautaire, que des mentions obligatoires soient ajoutées au contrat entre donc l'hébergeur et ses clients. L'exigence 30, dans la même idée de transparence entre l'hébergeur et ses clients, elle impose l'ajout de mentions obligatoires dans ce même contrat dans le cas où l'hébergeur serait soumis à une législation extra-communautaire. Et pour finir, l'exigence numéro 31, elle impose de mettre en ligne sur Internet et de tenir à jour dans le temps un tableau qui concerne l'ensemble, en fait, à la fois des transferts de données à caractère personnel hors de l'espace économique européen et en même temps l'ensemble des accès non autorisés. Voilà, on est vraiment dans ce renforcement de la transparence entre les différents acteurs. Alors, je parlais d'acteurs, on en vient à quels sont les acteurs en fait concernés par cette certification HDS. Voilà une petite question pour tester soit vos connaissances ou bien votre intuition, qui va s'afficher dans quelques instants de votre côté. Donc, je vous la lis. Un établissement de santé hébergeant des données de santé pour le compte d'un autre établissement de santé doit être, il manque le dernier mot, doit être certifié HDS. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. On a 5 réponses et toutes, jusqu'ici, optent pour la même réponse qui est vraie. Je vous rassure tout de suite, la réponse est bien vraie. Bravo de l'avoir trouvée. Donc, on en vient aux acteurs concernés, en effet, par la certification HDS. Doit être certifié HDS toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé pour le compte d'un autre acteur. Et c'est ce pour le compte qui est très important. Par exemple, premier cas de figure, vous êtes un fournisseur de services qui est hébergé des données de santé pour le compte d'un établissement ou d'un tiers de santé. Alors, vous êtes concerné, vous devez être concerné par la certification HDS. De la même manière, si vous êtes un établissement de santé cette fois-ci, qui hébergeait les données de santé pour le compte, encore une fois, d'un établissement ou d'un tiers de santé, alors vous êtes également concerné. La seule exception, en réalité, c'est le cas d'un établissement de santé qui hébergerait sur son propre système d'information ses propres données de santé. Là, puisqu'il aurait un hébergement en propre, alors il ne serait pas concerné par la certification HDS.
Mais autrement, voilà, ce certificat HDS doit être délivré dans tous les cas. Et pour finir, si en tant que fournisseur de services, vous choisissez d'externaliser l'hébergement, c'est de votre responsabilité d'avoir recours à l'hébergement certifié HDS. Voilà. Dans le cas d'externalisation également. Alors, si vous souhaitez devenir hébergeur HDS, vous vous demandez peut-être en quoi consiste la procédure de certification. Je vous la présente ici. Dans un premier temps, donc l'hébergeur, il va choisir un organisme certificateur accrédité par le COFRAC ou son équivalent au niveau européen, en tout cas un organisme officiel, voilà, accrédité. Cet organisme certificateur, une fois identifié, il va procéder à un audit documentaire, donc passer en revue votre documentation, et à un audit sur site, donc sous-entendu site physique d'hébergement, pour évaluer la conformité, votre conformité en tant qu'hébergeur au référentiel. Si vous répondez à ces exigences, alors le certificat vous sera délivré pour une durée de 3 ans, avec un audit de surveillance annuel. Pour donner un ordre d'idée au niveau de la temporalité, la procédure, elle peut durer en moyenne un peu plus de 3 mois à partir du moment où votre entreprise est dotée d'un SMSI opérationnel. Donc le SMSI, c'est le système de management de la sécurité de l'information, où vos politiques, processus, contrôles qui vont viser à gérer, protéger les informations sensibles de votre organisation. Souvent d'ailleurs, il est aligné sur la norme ISO 27001. Donc à partir du moment où votre entreprise est dotée d'un SMSI opérationnel, fonctionnel, voilà, on estime à un peu plus de 3 mois la durée de cette procédure au global. Et quant à la durée de l'audit sur site, elle va dépendre à la fois du nombre de personnes impliquées dans l'activité d'hébergement et du nombre de sites impliqués. Donc par exemple, pour un site d'hébergement et pour 50 personnes, on estime à 13 jours la durée de l'audit. En fait, ça va vraiment dépendre de votre cas de figure. L'idée, c'est que nous vous invitons à vous référer au guide d'accréditation que vous trouverez donc sur le portail industriel à partir du lien cliquable dans le bandeau ci-dessous. Il contient notamment un tableau qui va vous permettre d'évaluer en fait le dimensionnement de l'audit précisément dans votre cas. Et pour votre information, c'est bien marqué sur la slide, mais je le répète à l'oral, les référentiels de certification et d'accréditation, ils sont disponibles aussi bien en français qu'en anglais. Donc, de la même manière que pour le RGPD, vous vous demandez sans doute quelles sont les prochaines étapes, étant donné l'actualisation du référentiel ou étant donné que vous souhaitez éventuellement devenir candidat à la certification HDS. Donc, 2 cas de figure. Si vous êtes un hébergeur qui est d'ores et déjà certifié par HDS, alors la date repère pour vous de mise en conformité, c'est le 16 mai 2026. Donc 2 ans à compter de la date de publication de la nouvelle version. Donc vous devrez obtenir la certification, la nouvelle certification, conformément à ce nouveau référentiel. Deuxième cas de figure, si vous n'êtes pas encore un hébergeur certifié et que vous souhaitez le devenir, alors vous serez évalué au regard de la nouvelle version du référentiel à compter en fait de maintenant. Alors officiellement le 16 novembre 2024, donc c'est dans 2 jours. Donc considérez qu'à partir de maintenant, vous serez évalué par rapport à la nouvelle version du référentiel HDS si vous n'étiez pas déjà certifié HDS. Et donc on en arrive au 3e focus de cette partie qui concerne la PGSSIS et l'identification électronique. Je vais donc laisser la main à mon collègue Vincent sur le sujet. Ouais. Merci Léa. Ouais, voilà, donc on va parler un petit peu de la PGSSIS, parce que on entend souvent voilà, ce terme barbare. Je pense que c'est quand même intéressant de voir ce que ça recouvre aujourd'hui, parce que c'est pas toujours clair. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Oui, alors voilà, la PGSSIS, donc la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé, elle existe depuis 2013.
Et donc, elle encadre un petit peu les règles de sécurité qui vont s'imposer pour l'e-santé. Et donc, l'idée, c'est aussi de guider les professionnels des secteurs santé, médico-social et social, afin qu'ils puissent protéger correctement les données de santé des usagers. Donc, elle s'applique en général lorsque l'on parle de données de santé à caractère personnel qui sont utilisées, donc pour tous les usages en santé. Ça va concerner, comme je disais, non seulement le secteur de la santé, mais aussi le secteur social et médico-social. Donc voilà, mais à la fois les structures de santé, les porteurs de projets, les industriels. Et donc l'objectif, c'est d'assurer la protection des données des usagers, de faire en sorte que les systèmes d'information de santé se conforment au cadre juridique et aux bonnes pratiques de sécurité. Et puis aussi gérer les risques spécifiques qu'il peut y avoir, et notamment dans l'anticipation des incidents de sécurité qui peuvent intervenir sur tout système d'information en fait. Donc si on regarde de plus en détail la structure de cette PGSSI, on peut passer à la slide suivante. En fait, elle se découpe en deux sections. En fait, il y a à la fois des référentiels thématiques. Donc les référentiels, ils ont un objectif d'opposabilité, c'est-à-dire qu'ils s'imposent, c'est une réglementation en fait, ils sont pris par décret du ministre. Et puis d'un autre côté, dans cette PGSSI, on va retrouver également des guides pratiques qui là s'imposent pas par la réglementation, mais qui sont là pour vous aider et vous donner des pistes, des recommandations sur un certain nombre de sujets qui peuvent être des sujets d'ordre organisationnel et pratique, mais aussi des sujets parfois très techniques. Par exemple, comment je vais sécuriser correctement mon Wi-Fi, etc. Voilà, donc vous allez retrouver un certain nombre de documents qui sont là pour vous aider sur certaines thématiques à faire les bons choix et à suivre des recommandations qui s'imposent. Et donc sur les référentiels, on va retrouver, en fait, ils sont assez peu nombreux aujourd'hui. En fait, on a essentiellement le référentiel d'identification électronique, donc qui concerne l'identification et l'authentification pour l'ensemble du secteur santé et qui va se découper en 3 volets. Un volet acteurs de santé, personnes physiques. Donc là, on parle des personnes, des acteurs de santé, des médecins. Un volet qui s'adresse aux acteurs de santé, personnes morales. Si tu peux revenir sur la slide précédente, Léa. Et donc les personnes morales, donc là on parle des structures de santé, donc les hôpitaux, les cabinets, etc. Donc ils peuvent s'authentifier en tant que structure. Et donc là c'est ce cas-là qui est couvert par ce volet. Et enfin, un volet qui concerne les usagers et donc les pratiques pour assurer l'identification et l'authentification des usagers lorsqu'ils accèdent à des services numériques en santé. Donc ça, c'est vraiment le cœur de cette PGSSIS, puisque là, on donne des exigences qui sont très précises sur ces différents volets et qui sont imposées pour les acteurs concernés. On va y venir plus en détail. Et puis après, on retrouve un référentiel qui porte sur l'imputabilité, c'est-à-dire la gestion de la preuve et la traçabilité. Donc là, on va retrouver un certain nombre de directives que vous allez retrouver. En fait, vous allez pouvoir vous positionner en termes on vous demandait de vous positionner en termes de risque, enfin en fonction des données que vous manipulez. Et donc, en fonction de ça, vous allez trouver quelles règles il est souhaitable d'implémenter. Après, c'est à vous de vous positionner. En fait, c'est à vous d'évaluer le risque. Et puis, vous allez avoir le référentiel force probante des documents de santé.
qui là est un référentiel qui vous aide à, lorsque vous avez besoin de mettre en œuvre une force probante de certains documents de santé. Donc là, tout dépend, il peut y avoir beaucoup de cas de figure, hein. Mais voilà, dès lors que vous souhaitez donner une force probante à un document de santé parce que vous estimez que c'est nécessaire, eh bien vous allez retrouver dans ce référentiel la liste des points qui est nécessaire d'appliquer. Et donc là, pareil, vous allez trouver différents niveaux de force probante et vous allez pouvoir choisir celui qui convient le mieux. Voilà. Mais donc celui qui est vraiment central et sur lequel je vous invite vraiment à vous concentrer, c'est le référentiel d'identification électronique sur lequel on va revenir plus en détail maintenant. Donc voilà, donc ce référentiel d'identification électronique, il donne toutes les exigences pour les connexions à des services numériques qui traitent des données de santé. Par exemple, on donne des exigences sur la force des mots de passe lorsqu'ils sont utilisés, sur l'utilisation de second facteur. On va venir un petit peu plus en détail après sur ce que cela veut dire. Et puis, on va exiger aussi de se baser sur des informations d'identification des utilisateurs qui sont vérifiés et qui sont issus de répertoires de référence nationaux. Donc, en l'occurrence, l'INS, pour identifiant numérique de santé. Donc ça, c'est l'identifiant pour les usagers. Le RPPS, répertoire partagé des professionnels de santé, qui là fait référence pour les professionnels de santé. Et le FINES, qui fait référence pour les structures de santé, donc qui donne une identité en fait à chacune des structures de santé que l'on peut rencontrer dans l'écosystème. On peut passer à la suite. Alors, quelques bases à vous donner sur l'identification électronique, quelques rappels, si vous avez déjà un certain nombre d'éléments là-dessus. Donc, l'identification électronique, c'est deux choses. C'est s'identifier, donc c'est-à-dire communiquer une identité, et s'authentifier. Donc, prouver que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Et donc, permettre de le vérifier. Donc, si je donne un exemple, quand vous allez à la bibliothèque, on vous enregistre dans un fichier. Donc là, on vous donne une identité. Et puis ensuite, on vous donne un badge, une carte qui va vous permettre de vous authentifier et donc de prouver que vous êtes bien la personne qui a été enregistrée. Donc c'est deux choses bien distinctes, mais qui sont nécessaires pour accéder à des services numériques en santé. Et donc, donc pour vous authentifier, vous allez avoir différentes possibilités. Vous allez pouvoir vous reposer sur une information que vous connaissez, ce que vous savez. Donc là, c'est quelque chose c'est ce qui est utilisé de façon très courante et que probablement celui que vous connaissez le mieux, ça va être le mot de passe. Donc vous connaissez le mot de passe, vous êtes le seul à le connaître. C'est ce qui vous permet de prouver votre identité, de prouver que vous êtes bien celui que vous prétendez être. Il y a ce que vous possédez, donc ça peut être un téléphone dans certains cas, si vous avez une application pour vous authentifier, telle que Google Authenticator, Microsoft Authenticator, pour celles qui sont le plus utilisées, mais aussi l'ICPS par exemple. Vous allez vous reposer sur votre smartphone dans ce cas-là. Ça peut être un code reçu par SMS, etc. Et puis ensuite, vous avez les critères qui sont basés sur vous, ce que vous êtes. Donc là, c'est les critères dits biométriques. Donc ça peut être par exemple une empreinte digitale, ce qui est assez courant, ou une reconnaissance faciale, comme c'est le cas de plus en plus sur les smartphones. Et puis enfin, donc là c'est moins courant, mais c'est des choses qui commencent à apparaître. Dans certains cas, on peut se baser sur ce que vous faites, donc sur par exemple, votre vitesse de frappe au clavier, sur cette base-là. Donc ça peut pas être en général le seul facteur, mais ça pourra être un facteur qui va vous permettre de déterminer que c'est bien vous, en fait, derrière l'identité que vous indiquez. Et donc ce qu'on appelle authentification forte,
Donc c'est s'authentifier sur la base d'au moins 2 facteurs différents parmi ceux-ci. Donc par exemple, ça pourrait être un mot de passe et un code que vous recevez par SMS. Donc dans ce cas-là, il y a 2 facteurs. Il y a quelque chose que vous connaissez, votre mot de passe, et quelque chose que vous possédez, puisque vous êtes derrière le numéro de SMS auquel on a envoyé le code, et donc de cette façon, vous confirmez que vous êtes bien en possession d'un smartphone. Donc voilà ce qu'on appelle authentification forte, et qui est finalement la cible à terme qui va être préconisée, enfin qui est préconisée sur un grand nombre de secteurs, hein, qui est déjà généralisée de façon voilà, depuis assez longtemps sur le secteur bancaire par exemple, mais sur le secteur de la santé, comme on est sur des données qui sont très sensibles, et ben c'est logique aussi qu'on aille vers cette direction-là. On peut passer à la slide suivante. Donc si on prend le volet usager, donc voilà, donc là, l'idée c'est de proposer, définir des moyens d'identification électronique, donc voilà, qui peuvent reposer sur différents facteurs, comme je l'ai évoqué, qui vont permettre de s'assurer qu'un utilisateur, qu'un usager est bien celui qui prétend être avant de lui donner accès à des données de santé à caractère personnel, qui sont supposées être les siennes. Et donc c'est ce qu'on va essayer de vérifier. Et donc là, on va indiquer, il y a différents moyens d'identification électronique qui peuvent être utilisés. Donc il y a plusieurs niveaux. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici parce que ça pourrait être assez long, mais on a une réglementation qui s'appelle IDAS qui donne différents niveaux. On a un niveau faible, niveau substantiel qui est le niveau intermédiaire, et un niveau élevé qui est un niveau qui donne des garanties très fortes sur l'authentification, sur l'identification électronique, mais qui est très difficile à atteindre. Donc nous, ce que l'on cible plutôt à terme, c'est du niveau substantiel. Et donc, par exemple, ça va être possible à terme avec l'application carte vitale, qui est aujourd'hui au niveau faible, mais qui va à terme cibler un niveau IDAS substantiel et qui permettra d'avoir de bonnes garanties sur le fait que c'est bien l'usager qui s'est présenté, qui se connecte. Donc ça peut être un exemple. Et puis après, donc à terme, c'est plutôt un usage qui va tendre à se généraliser. On pourra utiliser aussi France Connect, mais plutôt la version France Connect Plus, qui est la version avec un niveau substantiel de France Connect, donc qui donne de meilleures garanties, mais qui est plus difficile à obtenir. Voilà, ça peut être ça va être ce qu'on va viser à terme. Et puis en transition, voilà, on accepte d'autres moyens d'identification électronique qui peuvent être d'un niveau un peu inférieur, voilà, mais que l'on accepte en attendant la généralisation d'autres moyens d'identification électronique tels que l'application carte vitale. Donc il y a beaucoup plus de détails dans le référentiel d'identification électronique qui explique clairement toutes les possibilités, et voilà, il donne des exigences beaucoup plus détaillées. Mais voilà, là c'est les grands principes que l'on vous a énumérés ici. Et puis on peut passer sur la suite, sur le volet, donc là plus orienté pour les professionnels de santé. Donc dans le cas des professionnels de santé, des professionnels des secteurs sanitaires, médicaux, social et social. C'est plus large que le secteur santé simple. Donc c'est notamment ProSanté Connect qui est imposé dans certains cas, donc pour ce qu'on appelle les services sensibles, qui est imposé mais qui n'est pas forcément le seul moyen d'identification électronique qu'on peut proposer. On peut proposer d'autres moyens d'identification électronique d'un niveau de garantie équivalent pour se connecter à un service. Et dans certains cas, ProSanté Connect n'est d'ailleurs pas imposé lorsqu'on n'est pas sur des services sensibles. Dans le cas de ProSanté Connect, il y a deux moyens d'identification électronique qui sont supportés aujourd'hui, qui sont les cartes, donc les cartes CPS, CPE, CPA,
voilà, les différentes déclinaisons de la carte de professionnel de santé. Et puis l'application, donc son pendant virtuel, qui est l'application mobile ICPS, qui permettent tous deux de se connecter de la même façon via ProSanté Connect. Donc ProSanté Connect étant ici le fournisseur d'identité qui va permettre aux professionnels de santé de s'authentifier sur un service numérique en santé. Donc en général, c'est ce qui est recommandé parce que ça évite en fait aux fournisseurs de services numériques en santé de gérer cette partie authentification qui peut être assez complexe et donc c'est pas forcément son métier. Donc c'est intéressant de pouvoir se reposer sur un fournisseur d'identité dont c'est le métier, qui fait que ça et qui va assurer cette partie-là et décharger quelque part le fournisseur de service de ce rôle-là de fournisseur d'identité et de validation de l'authentification. Mais après, il y a d'autres possibilités qui sont ouvertes, qui peuvent être les cartes hors ProSanté Connect, telles qu'elles étaient utilisées avant l'arrivée de ProSanté Connect. Ça, c'est toujours possible d'utiliser les cartes CPS pour s'authentifier. Voilà, seulement c'est plus contraignant pour le fournisseur de services. Après, il peut y avoir des moyens d'identification électronique homologués. Donc ça veut dire qu'en fait, vous reposez vous choisissez d'utiliser un autre moyen d'identification électronique, ce qui peut s'entendre, parce que dans certains cas, ça peut être plus ergonomique, mieux adapté au contexte dans lequel vous souhaitez authentifier certains professionnels de santé à votre service. Et donc, dans ce cas-là, il faut réaliser une homologation. Ça veut dire que vous allez faire une petite étude. Il y a un guide qui existe pour cela, qui vous oriente vers les jalons à respecter pour ça. Et donc, vous allez juste vous assurer que ce moyen d'identification électronique que vous mettez en place, il est à la hauteur des moyens d'identification électronique qui sont distribués notamment et que j'ai évoqué avant par l'ANS. Donc vous pouvez tout à fait le faire. Et puis vous pouvez aussi reposer sur des moyens d'identification électronique certifiés de niveau IDAS substantiel. Donc j'évoquais France Connect Plus, voilà, ça peut être une possibilité. Aujourd'hui, c'est principalement celle-là qui est ouverte. Et puis ça peut être des moyens d'identification électronique de transition. Il y a un certain nombre de moyens d'identification électronique qui peuvent être tolérés et qui sont sur lesquels on donne plus d'éléments dans le référentiel d'identification électronique jusqu'au moins janvier 2026. Voilà, il n'est pas exclu aussi que on prolonge un petit peu ce délai. Ça pourrait être, on pourra avoir une réflexion là-dessus en fonction de l'avancée, sachant qu'aujourd'hui l'application carte vitale n'est pas encore généralisée, en tout cas, pour l'ensemble des usagers. Excusez-moi, je parle de l'application carte vitale, mais c'est pas. C'est pour le volet usager, mais il pourrait y avoir des moyens d'identification électronique de transition pour les professionnels de santé. On pourrait imaginer du deux facteurs avec une application type Google Authenticator par exemple, ou Microsoft Authenticator. Enfin voilà, ça pourrait très bien fonctionner en transitoire. Il n'y a pas de à ce stade, c'est toujours possible. Voilà, je pense qu'on peut passer à la suite. Et donc ça, c'était pour le volet un peu, de quelques réglementations sur lesquelles on fait le focus, qui sont plus à un niveau national, quoique le RGPD est un niveau est plus large que ça, mais en tout cas pour le HDS et la PGSSI, c'est un niveau national. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de réglementations qui vont arriver
à un niveau européen. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais voilà, il faut savoir qu'en fait, depuis 2021, l'Union européenne, elle s'est dotée d'une stratégie de cybersécurité dans le but de renforcer sa résilience face aux cybermenaces qui sont voilà, de plus en plus courantes, et notamment pour le secteur santé. On sait que voilà, ça a beaucoup fait parler, notamment sur les dernières années. Et donc cette volonté, elle se traduit avec de nouvelles réglementations, et notamment un renforcement du rôle et des moyens qui sont donnés à l'Agence européenne pour la cybersécurité, qui s'appelle l'ENISA. On a une nouvelle directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, j'en parlais tout à l'heure, la directive NIS 2, qui va arriver, qui est en cours de transposition. On a le nouveau règlement sur la cybersécurité des produits qui intègrent du logiciel, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le Cyber Resilience Act. On va avoir une nouvelle version du règlement IDAS, donc j'en ai un petit peu parlé, donc c'est le sujet de l'identification électronique, et donc on va voir que ça intègre la création d'un portefeuille électronique européen dans sa nouvelle version, la V2. On a des schémas européens de certification de produits et de services cloud qui vont arriver. Et puis, on a la création d'un espace européen des données de santé, le HDS. Voilà, beaucoup de nouveautés à venir. Et si on regarde un petit peu le calendrier, en passant à la slide suivante, on peut voir que tout ça, ça va arriver là dans les 3 prochaines années. Il va se passer beaucoup de choses en fait. Donc on a notamment donc pour l'évolution du HDS, voilà, que vous retrouvez en violet sur cet axe dont a parlé Léa. Donc là, je reviens pas dessus, mais voilà, ça va impliquer la conformité à cette version 2 du HDS dès 2026, pour ceux qui sont concernés. On va avoir la transposition du coup de la directive NIS 2, donc qui là concerne plutôt les structures de santé plutôt que les éditeurs, qui devrait donc logiquement ça aurait dû être en octobre 2024 comme on le voit ici. Il y a eu un petit peu de retard, donc ça devrait intervenir dans les prochaines semaines ou les prochains mois, cette transposition. On est en attente de la publication de l'ANSSI à ce sujet. Et donc elle va avoir voilà, un impact sur l'ensemble sur pas mal de structures de santé, puisque le périmètre est élargi. Alors que le périmètre était assez limité pour Nice 1. On n'avait que les principaux, les grands hôpitaux. Là, on va toucher voilà, beaucoup plus de structures en santé, en tout cas. Il y a l'adoption de HDS, donc comme je disais, c'est l'espace européen des données de santé qui concerne en fait les dossiers médicaux électroniques. Donc toute solution qui utilise des dossiers médicaux électroniques va devoir respecter un certain nombre de règles qui seront inclus dans le HDS et qui vont concerner principalement l'interopérabilité, mais aussi certaines règles vont porter sur la cybersécurité, la sécurisation des dossiers médicaux électroniques. Et donc voilà, avec une conformité à venir sur 2027. On va avoir donc, il va y avoir donc, il y a l'adoption de DIDAS V2 qui va impliquer un certain nombre de choses sur l'identification électronique. Donc, il y a un portefeuille électronique européen qui va être créé. Donc, l'idée, ça va être qu'on puisse utiliser ce portefeuille électronique européen voilà, pour s'authentifier en fait un petit peu partout en Europe. Et donc ça va toucher aussi le secteur santé. Il faudra que toutes les solutions pour lesquelles le 2 facteurs, donc l'authentification forte que j'évoquais tout à l'heure, est imposée, que ces solutions puissent accepter ce portefeuille électronique européen. Donc là aussi un impact du côté des éditeurs, donc qui est échéance 2027. On va avoir le fameux Cyber Resilience Act, dont j'ai parlé, donc qui s'est mis en place
sur le mois dernier, et enfin qui a été adopté par le Parlement européen, et donc avec l'obligation notamment dès 2026 de déclarer des vulnérabilités exploitées. Donc voilà, donc là notamment pour les éditeurs, hein, puisqu'on parle aujourd'hui, on s'adresse surtout aux éditeurs. C'est surtout c'est cette réglementation-là qu'il va falloir surtout surveiller, parce que ça a des répercussions qui sont pas anodines, hein, pour les éditeurs. Et puis on aura donc là en gris, donc on est moins dans le domaine de la réglementation, mais plus des certifications, donc des certifications sur les services cloud et sur EUCC et EUCS. Donc c'est les deux types de certifications sur la sécurité, sur lesquelles on aura la possibilité d'obtenir ces certifications. Voilà. Toutefois, c'est pas imposé réglementairement parlant, mais ça pourrait l'être dans le futur, dans le cadre de certaines réglementations. Mais voilà, faut avoir en tête aussi que ça arrive. Donc comme on le voit, voilà, ça fait beaucoup de nouvelles échéances, de nouvelles réglementations sur la cybersécurité qui vont arriver dans les mois ou les prochaines années, et donc il va falloir surveiller. Et on aura potentiellement un webinaire qui viendra donner plus de détails sur ces sujets-là. Et on peut passer peut-être à la slide suivante. Donc là, vous retrouvez un petit peu toutes les réglementations que j'ai détaillées avec un petit résumé de ce que cela comporte, et les dates d'entrée en vigueur, c'est-à-dire d'adoption de la réglementation. Et dans certains cas, il y a un délai qui est laissé pour le mettre en application, et donc il y a une date d'entrée en application. Alors vous voyez que pour un certain nombre de réglementations, c'est pas encore fait, enfin c'est pas encore entré en vigueur ou en application, lorsqu'il y a des points d'interrogation notamment. Donc donc tout ça va arriver, c'est à surveiller. Parmi celles que je n'ai pas citées, il y a peut-être le marquage CE. Alors j'en ai parlé au tout début, mais le marquage CE des DM, c'est la réglementation 2017 745 et 746. Donc là, c'est la réglementation qui est propre aux dispositifs médicaux, hein, qui est d'ores et déjà applicable. Et du coup, à ce stade, ça les dispense de l'application du Cyber Resilience Act. C'est ce qui est prévu pour l'instant. Et puis, on retrouve l'IA Act, c'est vrai, il y a eu une question là-dessus tout à l'heure. Donc, voilà, donc, on le retrouve ici aussi avec les dates d'entrée en vigueur et d'entrée en application. Donc, j'ai dit, oui, effectivement, c'est d'ores et déjà entré en vigueur, hein. J'ai peut-être dit une bêtise, donc je corrige ce que j'ai dit au début, depuis assez récemment quand même, hein, depuis le mois d'août. Et donc, là, il y a un certain nombre de choses qui portent sur l'encadrement des systèmes qui se basent sur de l'intelligence artificielle. Donc il y a assez peu d'éléments sur la cyber, mais on l'a quand même repris ici parce que ça peut avoir un impact dans une moindre mesure sur la cybersécurité. Et puis puis je reviens pas sur les autres sujets que l'on a évoqués. Alors peut-être aussi sur les dispositifs médicaux numériques. Donc il faut savoir qu'il y a un référentiel qui existe avec un certain nombre d'exigences qui portent sur les DMN, et qui est publié par l'ANS. Et donc on a une deuxième version de ce référentiel qui est en cours de réflexion et qui va potentiellement intégrer un peu plus d'exigences sur la cybersécurité. Voilà pour les réglementations européennes. Donc comme je l'ai dit, je pense qu'on reviendra plus en détail sur tout ça, parce que c'est très dense, hein. Et c'est important de voir acteur par acteur quelles sont les répercussions. À ce stade, c'est pas toujours très clair, puisqu'il y a encore des transpositions qui sont en cours, mais on va essayer de travailler là-dessus pour
pour pouvoir vous aider au maximum sur ces sujets-là, pointer les choses qui sont les plus importantes qui vont vous concerner. On peut passer à la suite. Voilà, on a fait un petit peu le tour. On arrive un petit peu à la fin de cette présentation. Donc maintenant c'est votre tour, hein, si vous avez des questions sur tout ce que l'on a, tout ce que l'on vous a présenté, n'hésitez pas à les poser. Alors soit dans le chat, soit dans l'espace dédié. Questions-réponses, n'hésitez pas à les poser, ou sinon on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas à activer votre micro et à les poser directement. Ok, bon, on n'a pas de questions pour le moment. Écoutez, merci pour vos commentaires. Voilà, j'espère que ça a été clair. Enfin, on est sur un sujet qui est quand même très dense. Donc aujourd'hui, on a fait un petit panorama. Vous pourrez retrouver les slides. On essaie de les partager. Voilà, les planches. Donc vous retrouverez à la fin ce que Léa a mis à l'écran avec les ressources par thématique. Voilà, vous pourrez creuser plus ou moins un sujet si vous le souhaitez. Vous retrouverez tout ça à la fin. Et puis si vous le voulez bien, on a un petit questionnaire de satisfaction qu'évoquait Hugo au début. Je te laisse la parole, Hugo, peut-être. Oui, bien sûr. Merci Vincent. Donc, en effet, questionnaire de satisfaction sur la session. J'ai également mis le lien donc, dans le chat, mais vous pouvez aussi scanner le QR code. Donc, le but, voilà, c'est vraiment de nous faire des retours pour qu'on puisse faire évoluer nos sessions de la meilleure manière possible et que voilà, on puisse faire aussi des sessions selon vos priorités. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire un tour, ça prend vraiment 1 minute, grand max. Et puis également, n'hésitez pas aussi à suivre notre page LinkedIn dédiée aux entreprises numériques en santé, donc la page engagée pour l'e-santé, dans laquelle là où on publiera toutes les informations, on va dire, de l'e-santé dédiées aux entreprises. Et puis écoutez, moi, je pense qu'il me reste juste on va dire, à vous remercier aussi et surtout à remercier Vincent et Léa pour leur temps, voilà, pour cette présentation-là. Donc j'espère que cette présentation vous a plu, pardon. Et puis, écoutez, si vous avez des retours à nous faire, le questionnaire est toujours là. Et puis, sinon, la boîte mail d'innovation également, que vous trouvez en bas de la slide. Si vous avez d'autres questions, on me fera un plaisir de transmettre aussi à nos experts. Et je crois qu'on est tout bon. Je vois qu'il n'y a pas plus de questions, donc je pense qu'on peut s'arrêter là, effectivement. En tous les cas, merci aux participants et merci pour vos questions et puis les différents votre participation en contribution aux questions. Merci beaucoup, puis très bonne journée à vous et à une prochaine fois. Merci à beaucoup. tous. Bonne Merci, journée. au Merci à revoir. tous et toutes. Au revoir.